Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs, Convergence et Révolution culturelle, vous le savez très bien, c'est le retour aux sources africaines, les chemins de la renaissance africaine et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. Vous savez, ils sont nombreux qui parlent de nous, mais pas pour nous, contre nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous penchons sur la problématique de l'Afrique une fois de plus. Sur ce plateau, un thème de très grande importance. La décentralisation au Congo, 18 ans après, quel constat? C'est le cas du département de la Cuvette que nous allons décrypter aujourd'hui pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est autant dire que même nous autres sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, nous savons bien que Frantz Fanon avait dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Oui, mais au Congo ici même, nous avons entendu parler de décentralisation depuis des décennies. Nous autres, présentateurs de Convergence et Révolution culturelle, mais nous n'y maîtrisons rien. Et nous pensons même avoir entendu aussi ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Nous sommes nombreux, mesdames et messieurs, à n'y rien comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça tombe très bien pour nous que nous puissions regarder c'est déjà quoi la décentralisation et puis la nôtre 18 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles en sont les faiblesses? Qu'est-ce qui doit être retouché? En tout cas, ce n'est pas de nous, c'est de notre invité qui est allé comme ça, soulever quelque chose de grand. C'est donc une réflexion de M. Urbain Itoa Mbouma. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes chercheur indépendant, c'est nous qui l'avons dit, libre penseur. Est-ce que vous confirmez? Effectivement. Et vous vous êtes penché sur cette problématique, la décentralisation au Congo, et vous dites 18 ans après, le cas du département de la Cuvette. Et vous bouclez le tout par un nouveau paradigme. Effectivement, c'est ça que nous allons voir, n'est-ce pas? Effectivement, ça, monsieur le journaliste. Très bien. Donc, avant que, mesdames et messieurs, vous puissiez avoir droit à l'exposé de notre invité sur ce plateau, on reviendra sur lui, mais nous sommes donc aidés ici par une autre que nous avons invitée, nous aussi. Madame, qui êtes-vous? Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Mapaka Sabia Shortizia, étudiante en deuxième année de master à l'université Marien Ngouabi en histoire et civilisation africaine. Histoire et civilisation africaine. Africaine, voilà. Et comme sur ce plateau, c'est le retour aux sources africaines qui s'impose à nous, sinon les chemins de la renaissance africaine, quelles sont les voies et moyens que nous devons appliquer, les voies que nous devons suivre pour que l'Afrique puisse émerger, pour que le Congo puisse émerger. Donc vous êtes la bienvenue ici. Merci. Alors, mon frère, monsieur Itoa, alors, qui êtes-vous dans la vie de tous les jours, avant qu'on entre dans votre document? Vous êtes étudiant comme madame? Monsieur le journaliste, je suis enseignant. Ah. Normalement, je suis enseignant. Mais c'est une très bonne chose. Oui. Oui. Et en ce moment-ci, je n'exerce pas. Bon, je préfère taire le mobile qui fait que je n'enseigne pas aujourd'hui. Ah. Donc, je suis enseignant. Mais sinon, vous êtes de formation enseignant. Oui, oui. Très bien. Et donc, de façon pédagogique, on va devoir se pencher dans la problématique. Mais première question, est-ce que vous reconnaissez que c'est quand même un sujet délicat? Oui, monsieur le journaliste, c'est un sujet délicat. Parce que donc, vous avez pris le taureau par les cornes, vous avez pris vos responsabilités. Effectivement, c'est ça. Alors, lorsque vous arrivez sur ce plateau, question d'échauffement, la décentralisation au Congo, 18 ans après, vous nous faites parvenir ce document, le cas du département de la Cuvette et le nouveau paradigme. Est-ce une manière de narguer tout le monde ou d'apporter votre pierre à l'édifice national? Monsieur le journaliste, j'ai vraiment du respect pour les autorités de ce pays. Il s'agit de vouloir apporter, tant soit peu, ma contribution à l'évolution de la société congolaise. Humblement. Humblement. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Et non de vouloir m'en prendre aux autorités de la place. Non. Très bien. Alors, madame,
lorsque quelqu'un arrive sur un plateau de télé avec un document comme ça et que vous êtes invité pour participer au débat, rien que d'évoquer le thème, ça vous inspire quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Quelles sont vos impressions avant même qu'on ne l'écoute? Ça m'inspire du renouveau. Je me dis qu'il y a les fils du pays qui pensent au bien du pays, au développement du pays. Qui réfléchissent. Qui font des recherches. Et qui pensent évidemment à l'évolution du pays. À l'évolution du pays. Parce que tant qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'évolution. Rien du tout. Et c'est comme ça que les autres ont évolué sous d'autres cieux. Alors, monsieur Itoa, s'il vous était donné le temps de nous parler en profondeur de ce travail, de cette réflexion, que tous les téléspectateurs vous écoutent. On est sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle. Quelqu'un nous dit, monsieur le journaliste, avant qu'il ne parle de son exposé, est-ce que, la grande question qui se pose ici, est-ce que vous aimez l'Afrique? L'Afrique où je suis né, monsieur le journaliste, je ne peux que l'aimer. Ah, très bien. Je suis né au Congo. Le Congo, c'est une composante de l'Afrique. Une composante de l'Afrique, oui. Est-ce que vous aimez le Congo, notre pays? J'aime le Congo très bien, très bien. D'accord. D'accord. Donc vous avez cette fibre nationale, cette fibre africaine, panafricaine, et donc vous avez droit à la parole. Alors si vous étiez donné, parce que nous reconnaissons, hein, Sabia et moi ici, nous reconnaissons que ce sujet-là dépasse un peu nos compétences. Hein. Lorsqu'on parle de décentralisation, nous ne nous sommes pas gênés, mesdames et messieurs, pour vous dire que nous-mêmes avions entendu ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, mais nous n'avions jamais un seul instant pensé à regarder de près ce que ça signifiait. Et donc, plusieurs fois, nous entendons décentralisation, on entend des gens tirer des sonnettes d'alarme, sinon réclamer la chose, mais on n'avait pas vérifié. Heureusement que vous êtes là. Alors, si on vous laissait libre champ, 15, 20 minutes, que vous exposiez sur le document, que diriez-vous à tous ceux qui vous suivent et qui sont tout oreilles? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé cette occasion de rendre ma réflexion. Vous savez, le Congo, en 1958, et notamment le 28 novembre, la colonie Moyen-Congo se détache de l'AF. Il devient la République. La République du Congo. On vient d'ailleurs de fêter ça il n'y a pas longtemps. Voilà. Et quand ça devient la République du Congo, il y a donc un territoire autonome, il y a une population et il y a un gouvernement. Donc, ces trois composantes que je viens de citer forment l'État. Donc, il y a un État. Mais cet État est unitaire. C'est un État unitaire. En ce sens que l'autorité politique, sinon le pouvoir politique, est concentré en une seule autorité qui se trouve à Brazzaville pour le cas du Congo. C'est centralisé ici à Brazzaville. Centralisé ici à Brazzaville. Donc les décisions sont prises au niveau de Brazzaville. C'est ça un État unitaire. Donc il n'y a pas d'autres républiques, sinon d'autres institutions politiques à l'intérieur du pays. Ces institutions sont tous concentrées ici là. Et c'est comme ça là que depuis 1958, on arrive en 2003, on constate que lorsqu'on prend les décisions au niveau de Brazzaville, ces décisions ont un caractère général, national, et ne tiennent pas souvent compte des spécificités de chaque collectivité, sinon de chaque département du Congo. Alors d'où il faut donner le pouvoir à ces collectivités de décider de leurs propres affaires et d'exécuter leurs décisions. Et c'est ça qu'on appelle la décentralisation. Donc la décentralisation est le transfert des attributions de l'État aux collectivités territoriales juridiquement distinctes de lui, donc de l'État. Voilà. Donc c'est ça la décentralisation. Et la décentralisation permet aux habitants des collectivités locales de régler leurs affaires administratives à travers leurs représentants élus. Les représentants élus, c'est eux qui décident. Voilà. Et la décentralisation permet donc de rapprocher les centres décisionnels des administrés afin d'augmenter la pertinence
des décisions prises fondées sur une meilleure connaissance des données propres à la vie locale. À la vie locale. Et la décentralisation engendre la démocratie locale. La décentralisation engendre l'administration décentralisée et débouche sur le développement local. C'est ça la décentralisation. Ce qui est une très bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose. Maintenant, il y a eu décentralisation, donc il fallait procéder donc à la réalisation de cette décentralisation. D'où on a transmuté les chefs-lieux des districts, donc les communautés urbaines des districts, en communes, certainement pour se conformer au modèle français, parce que nous, nous réalisons... C'est le Congo-Brazzaville, donc voilà. Tout nous vient du modèle français. Il y a ça, donc on a transmuté les centres urbains, sinon les communautés urbaines, qui sont les chefs-lieux des districts, en communes, voyez-vous. Et puis on a fait l'élection locale, et puis on a mis en place les conseils élus qui gèrent donc les collectivités locales. Mais aujourd'hui, en 2021, il y a 18 ans, on constate que, au lieu que la décentralisation nous amène le développement local, il n'y a pas de développement local. C'est resté une utopie. 18 ans plus tard, on constate qu'on tourne en rond. On constate que les conseils élus n'ont pas de moyens financiers pour faire fonctionner leur administration. Pourtant, ce sont des communes. Alors que par définition, une commune, c'est une ville autonome, financièrement parlant. Mais nos chefs-lieux des communautés, enfin des communautés urbaines, des districts, transmutés en communes, sont jusqu'aujourd'hui incapables de produire leurs propres moyens financiers en amont. Voilà. Et ils ont beaucoup d'arriérés de salaire aujourd'hui. Et il y a démotivation du personnel aujourd'hui là-bas. Et il y a donc comme abandon de la communauté rurale par l'administration décentralisée. Donc, il y a tout ça là. Et quand on fait des recherches, on voit qu'au niveau de l'administration décentralisée, donc au niveau du département, puisque je m'appuie sur le département, voilà, la communauté rurale n'a pas de structure sinon de l'administration décentralisée. Donc la ramification de l'administration décentralisée n'est pas jusque dans les villages où vivent les habitants du département. Ça n'arrive pas jusqu'à la base là-bas. À la base là-bas, vous n'avez pas structure administrative de la collectivité locale. Vous n'avez que le président du conseil du village qui, lui, représente l'État. Lui, il gère l'administration déconcentrée. Il est sous le sous-préfet, l'autorité du sous-préfet. Bon, maintenant, il n'y a pas de collectivité locale là-bas. Donc, il n'y a pas d'administration de la collectivité locale là-bas. Et ça, c'est au niveau de l'administration décentralisée. Parce que la décentralisation crée l'administration décentralisée. L'administration décentralisée, cette administration exercée par l'élu et les agents qui sont au service de la collectivité locale. Cette administration n'est pas jusque dans les villages où habitent les habitants, sinon les concernés eux-mêmes. Voyez-vous? Donc cette administration n'est pas là-bas. Donc elle est amputée, elle existe seulement au niveau du département et au niveau de la commune. Voilà. Donc dans les villages, dans la communauté rurale, il n'y en a pas. Ça c'est au niveau de l'administration décentralisée. Et au niveau de la démocratie locale, parce que la décentralisation engendre la démocratie locale. Alors, au niveau de la démocratie... Le droit à la parole des populations, la démocratie locale, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple choisit ses représentants. Et ces représentants décident, agissent au nom de ce peuple-là. C'est ça la démocratie locale, lorsque ce jeu-là est fait au niveau local. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que lorsqu'il y a assemblée locale, lorsqu'il y a session du conseil, ce sont les partis politiques qui se retrouvent. Ce sont les représentants des partis politiques élus par les communautés qui se retrouvent. Donc, au niveau de cette assemblée-là, au niveau de la session du conseil, vous ne verrez pas un seul représentant du village, c'est-à-dire de la communauté rurale, qui est là en train de siéger. Ou encore, ces élus locaux, qui sont donc des conseillers, ils ne proviennent pas de ces villages. Personne d'entre eux ne représente le village, n'est ressortissant d'un seul village.
alors que la décentralisation veut le rapprochement des centres décisionnels des administrés pour qu'il y ait une certaine cohérence avec les données propres à la vie locale. Mais on ne trouve pas les... Autrement dit, avec les besoins des populations. Voilà, eux-mêmes. Voilà. Donc, leur désiderata. Leur désiderata. Donc, malheureusement, lorsque il y a assemblée locale, ça veut dire là où on prend les décisions pour la gestion de la collectivité locale, ils ne sont pas là-bas. Donc, on a pratiqué ce qu'on appelle la démocratie représentative. C'est dans la démocratie représentative, on appelle ça la représentation indirecte. Indirecte. Voilà. Donc, au lieu que les élus soient choisis parmi les habitants eux-mêmes, c'est des personnes qu'on parachute comme ça, qui reviennent derrière, que le parti vient positionner là et qui reçoivent le mandat des populations là, qui vont maintenant agir. Ils n'ont pas la maîtrise certainement que les populations ne les connaissent pas. Même pas, voilà. C'est ça aussi. Et ces personnes-là non plus ne connaissent pas ces populations. Ces populations. Encore moins ni moins encore leurs problèmes, leurs besoins. Effectivement, c'est ça. On vous suit avec toute l'attention du monde. Donc, voilà, cette décentralisation, ce que ça crée. C'est que ça crée une démocratie locale au sens propre. Ça veut dire que là où les populations eux-mêmes choisissent parmi eux ceux qui doivent les représenter, parler en leur nom et exécuter, puisque le Conseil a aussi l'autorité exécutive. Voilà. Donc, c'est plutôt des gens qui viennent d'ailleurs avec les partis politiques. Donc, voilà pourquoi nous disons que la démocratie, selon le modèle actuel en expérimentation, ça fait 18 ans que ça dure. Ça dure. Donc, cette décentralisation crée une démocratie locale biaisée. Biaisée. Voilà, c'est biaisé, détourné du sens propre. Et quand déjà la représentation locale n'est pas constituée des ressortissants des communautés. Qui sont des ayants droit. Des ayants droit. Alors, rendez-vous compte que lorsqu'on va élaborer le programme de développement local, ça va être les velléités des représentants des partis politiques positionnés au niveau du département. Parachutés par le parti. Le parti, voilà. Donc ils viennent avec ce qu'ils pensent. Pas, ils viennent avec des données propres à chaque localité, à chaque village ou à chaque mois. Ils viennent avec ce qu'ils pensent et c'est eux qui se retrouvent au mois de février pour décider du budget. Voyez-vous, décider de ce qu'on va faire, tout. Et voilà, à la fin, il n'y a pas de développement local. Parce que... parce que il y a quand même des conseils qui sont là, donc il faut quand même si c'est eux qui décident, sans consulter les populations, mais il faut qu'il y ait quand même des résultats au finish. Effectivement, il faut qu'on ait surtout le développement local. Et il faut qu'on voit nos localités se développer. Voilà. Le développement se transformer positivement. Comme l'amélioration durable des conditions de vie, des conditions de travail, des conditions de consommation, tout et tout, ça s'améliore. C'est ça le développement local. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas ça. Mais qu'est-ce qui empêche? Puisque ces conseils existent depuis 18 ans. Mais ce qui empêche, c'est quoi, monsieur? Pourquoi il n'y a pas d'effet? Il n'y a pas d'effet justement parce qu'il s'agit des gens qui sont positionnés en interface des habitants eux-mêmes et du trésor. Quand ils reçoivent l'argent, cet argent n'est pas... Ça ne va pas travailler. Un budget. Un budget, voilà. Budget. Et ce budget-là n'est pas au service des besoins du peuple là-bas. Ce budget est donc... on imagine que le peuple doit être en train de crier au scandale depuis 18 ans. Effectivement, c'est ça. Quand vous allez dans les villages, surtout... il n'y a que ces aspects-là, Sabia. Je vous vois sourire. Quelle réaction en entendant ça? Oui. C'est aberrant. C'est triste. Oui, c'est triste. De constater cela dans un pays démocratique, qui se dit démocratique. Qui se dit démocratique. C'est décevant, je peux dire. C'est décevant, en quelque sorte, ça fait mal, mais nous avions dit que sa décentralisation, nous autres, nous avions entendu, nous sommes nombreux, même les téléspectateurs, ils sont nombreux, qui commencent à comprendre, au fait, de par les explications que vous donnez là. Et donc, on imagine bien que dans nos départements, il y a bien des populations, des ayants droit, qui sont comme ça là, lésés parce que on ne les consulte pas,
et ce n'est pas eux qui sont dans les conseils, c'est d'autres personnes parachutées. Effectivement, c'est ça. Et du coup, ceux qui arrivent, pour peu que nous ayons compris, hein, ceux qui arrivent, ils ont été parachutés ou bien mandatés par des partis politiques, nous ne disons pas non. Bon, mais ils n'ont aucun intérêt à faire les 4 volontés des populations, d'autant plus qu'ils ne les connaissent même pas. Même pas. Ils n'ont pas dialogué. Non, non, même pas. Donc, on m'envoie dans le Poul, on m'envoie dans le Niari, le Kouilou, mais j'ai aucun contact avec ceux qui sont là-bas, les populations, les ayants droit. Je les représente, je dois discuter leurs intérêts, me battre pour leurs intérêts, mais en même temps, 18 ans plus tard, les populations sont à la case départ. Voilà. Les collectivités locales sont pauvres, comme avant l'indépendance du pays. C'est ça le problème. Parce que, si je peux me permettre, parce que ces gens-là représentent la population qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas leurs problèmes. Ils ignorent leurs problèmes. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas avancement. Qu'il n'y ait pas avancement. Et développement. Alors, on vous écoute encore. Quel autre élément vous épinglez? Ou bien cela étant, parce que, mesdames et messieurs, pour que ce soit clair, Convergence et Révolution culturelle, ici, nous sommes à la recherche au quotidien du développement du continent, de l'Afrique. Mais quelle est-elle l'Afrique, si ce n'est les États qui composent ce continent, dans le Congo? Donc, le développement de chacun de ces États va faire le développement du continent. Et les chemins pour conduire à ce développement, c'est ça que nous allons voir. Monsieur Urbain Itoambouma, en chercheur indépendant, libre penseur, nous a proposé cette réflexion. Nous avons ça ici, nous l'avons reçue. Elle s'étend, elle est profonde, elle s'étend sur 14 pages. Et là, vous avez résumé au maximum votre pensée pour monsieur le journaliste. Et nous avions appelé au secours Sabia, qui est étudiante, qui fait histoire... et civilisation africaine. Voilà. Donc, nous lui avions dit, venons voir un peu, venez voir avec moi cette histoire. Et c'est là que nous sommes en train de creuser, de constater, de comprendre, maintenant qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la décentralisation. On a l'impression comme si de décentralisation, il n'y a à ce jour que sur papier. Effectivement, monsieur le journaliste, en s'appuyant notamment sur le cas de Wando, enfin du département de la Cuvette. Du département de la Cuvette, comme vous avez dit. Vous avez pris ça comme spécimen, cobaye. Il n'y a rien. Rien. Il n'y a rien, sinon que quelques écoles qu'on a vues au départ, les 5 premières années qu'on a essayé de construire dans certains villages et qui a fait même de certains de nos parents là-bas des entrepreneurs véreux. Donc, parce que certains ouvrages n'ont pas été même achevés. C'est des éléphants blancs au moment où nous parlons. Donc, l'argent a été parti comme ça. Oui. Porté disparu. Porté disparu. Et aujourd'hui, bon, il y a pas, les sessions ne se tiennent pas aussi au niveau du conseil, surtout départemental. Pas de régularité dans la tenue des sessions. Des sessions, bon, les travailleurs sont comme démotivés. Oui, évidemment. Plus, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'arriérés. Beaucoup d'arriérés. Voilà. Donc, il y a ça. Et lorsque on regarde la configuration des collectivités locales, on s'aperçoit que il y a un problème au niveau du soubassement, enfin, du substrat juridique. Ça veut dire qu'au niveau de l'ensemble des lois qui mettent en place la décentralisation, il y a problème. Il y a problème. Là-bas, oui. Tout le monde vous écoute. Voilà. Tout le monde vous regarde. Il y a problème au niveau du fonctionnement et de l'organisation. Alors que le fonctionnement et l'organisation font l'objet de toute une loi. Très bien. Il y a quel problème, pour être concret? Bon, le problème, c'est... Au niveau de l'organisation, au niveau du fonctionnement. Quel problème vous avez épinglé? Cette loi, c'est la loi numéro 7-2003 du 6 février 2003, portant organisation et fonctionnement des collectivités locales. Elle dit quoi, cette loi? Cette loi ne dispose que pour le conseil départemental et le conseil municipal. Voilà. Donc,
Pour cette loi, il n'y a que ces deux organes, enfin le conseil départemental, oui, et le conseil municipal. Donc il n'y a pas d'autres conseils, il n'y a pas d'autres structures décentralisées au niveau du conseil départemental et le conseil municipal. Oui, mais non, où est le problème? Mais non, le problème c'est qu'en disposant comme ça là, alors cette loi donc néglige le côté communauté rurale du département. Ah. Voilà. Donc cette loi, quand ça dispose seulement pour le département, donc ça ne tient pas compte du district, ça ne tient pas compte des villages, donc la communauté rurale. Bon, on peut peut-être comprendre au niveau de la commune, parce que le maire étant à la fois autorité exécutive, donc agent exécutif plutôt de la collectivité locale et représentant de l'État, donc on suppose que comment on appelle ça, au niveau de la communauté urbaine, j'appelle communauté urbaine ici, là, donc le quartier, pour le compte de la commune. Donc, le chef du quartier, lui aussi, a ces deux qualités. Donc, il est certainement représentant de l'État. Évidemment. Et agent. Mais dans comment on appelle ça là, dans le district où il y a la communauté urbaine. Donc, là-bas, vous n'avez pas la collectivité locale, donc l'administration de la collectivité locale, parce que là-bas, c'est maintenant sous le sous-préfet. Donc le sous-préfet, lui, le représente l'État. Il est sous comment on appelle ça là, le préfet, et il gère l'administration déconcentrée seulement. Donc il reçoit les ordres qui, de Brazzaville, ça transite par le préfet, et ça vient chez lui. Il exécute. Il exécute. Ou il met à exécution. Voilà, et il demande au président des conseils, des comités de village, de faire ce qui a été demandé. Mais ils n'ont pas un organe de décision comme la commune qui était la communauté urbaine du district. Donc, vous allez voir la collectivité locale seulement au niveau de la commune, parce que c'est là où il y a l'assemblée qui décide, c'est là où il y a le maire qui exécute, c'est là où, ouais, c'est là-bas. Mais au niveau de la communauté rurale, voyez-vous, vous avez, la communauté rurale est sous le district, sous le chef du district. Mais donc, le chef du district ne gère que l'administration déconcentrée. Donc, du coup, la communauté rurale est exclue de l'administration décentralisée, donc l'administration de la collectivité locale. Donc, il n'y a pas de ramification dans les villages. C'est ça, tout simplement parce que la loi numéro 7 a dit qu'il n'y a que le conseil départemental et il n'y a que le conseil municipal. Et pourquoi la loi numéro 7 dit ça? C'est parce que, en puisant sa substance dans la Constitution, la Constitution dit quoi? La Constitution dit que les collectivités locales du Congo, permettez-moi de citer l'article, c'est l'article 208. C'est tant mieux. C'est l'article 208 de la Constitution qui dit les collectivités locales du Congo sont le département et la commune. Et s'arrête là. Comme la France, parce que, sans vous le cacher, calqué sur le modèle français. Le modèle français dit que les collectivités locales sont la commune, la région, le département. Mais nous, comme nous n'avons pas de région, on dit, bon, nous avons donc nous n'avons pas la région. Nous avons le département et la commune. Voilà, donc, voilà pourquoi la Constitution stipule à son article 208 que nos collectivités locales sont donc le département et la commune. Et la loi numéro 7, qui dispose pour le fonctionnement et l'organisation des collectivités locales, elle aussi s'arrête au niveau du département et commune. Des sous-bassements là-bas du département, ils ne voient pas ça. Elle ne voit pas ça, cette loi-là. Parce que la Constitution, qui lui donne la matière, qui donne la substance, dit que la collectivité locale, c'est le département. Et c'est la commune. Cette loi aussi ne dispose que pour le département et la commune. Et laisse le sous-bassement du district là-bas vide. Donc il n'y a pas d'administration décentralisée là-bas. C'est là où j'appelle administration décentralisée amputée. Il y a une amputation de l'administration décentralisée qui n'est pas dans les villages. Mais à ce moment, il faut une chirurgie réparatrice. Il faut qu'on remette les choses en place. Quel est le remède idéal? Quel est le remède idoine? Parce que le temps est contre nous. Oui. Si il faut aller avec ce qui est le paradigme en expérimentation. Eh bien voilà, c'est ici qu'intervient votre proposition, donc le nouveau paradigme. Voilà. Alors, quel est-il?
En clair, en 2 temps, 3 mouvements, parce que le document, nous l'avions lu, Sabia l'avait lu, nous aussi, ça nous a suscité des questions. Voilà. On vous écoute sur le nouveau paradigme. Le nouveau paradigme. Avant que nous ne vous posions aussi les 2 ou 3 questions que nous avons ici. Le nouveau paradigme se fonde sur la nouvelle définition des collectivités locales. Parce que nous avons dit que l'erreur part de la Constitution, qui a défini à son article 8 les collectivités locales comme étant le département et la commune. Et la loi aussi dispose qu'il y a la constitutionnalité des lois inférieures. Exact. Voilà, c'est ça la constitutionnalité des lois inférieures. Donc, le nouveau paradigme, il faut d'abord redéfinir les collectivités locales du Congo. Très bien, on y va. Et le nouveau paradigme veut que, par collectivité locale, ici au Congo, on entend donc les collectivités locales sont donc la communauté rurale et la communauté urbaine. Ça, c'est les collectivités locales. Voilà. En principe. En principe. Et la commune étant une communauté urbaine autonome. Elle doit se suffire donc à elle-même. Voilà. Maintenant, et à ce moment-là, la décentralisation, le nouveau paradigme, donc la nouvelle conception, la décentralisation va être définie comme étant le transfert des attributions des compétences de l'État aux communautés urbaines et communautés rurales. Voilà, pour le développement local. Parce que c'est ça que vise la décentralisation. Voilà, donc elle permet, cette décentralisation permet donc aux communautés rurales et aux communautés urbaines, notamment à leurs habitants, donc de consigner et de rapporter à l'État central, donc au pouvoir central, les données exactes et propres à la vie locale pour les vrais besoins des populations. Les vrais besoins des populations pour pallier aux failles des programmes élaborés par l'administration centrale. Parce que ces programmes élaborés au niveau central ont une portée générale. Voilà. Sans voir les spécificités de chaque département, de chaque collectivité. Donc, la décentration devient donc le transfert des attributions de l'État aux communautés locales et communautés urbaines pour le développement local. Aux communautés locales et... Aux communautés urbaines et communautés rurales pour le développement local. Voilà. Ça permet donc aux habitants de ces communautés de rapporter leurs besoins, tout ce qui concerne le développement, consigner et envoyer ça à la portion centrale. Et le nouveau paradigme leur permet aussi quand même de voter. Effectivement, maintenant ça leurs représentants. Effectivement, et c'est plus les partis politiques qui vont parachuter X ou Y. Ça, c'est au niveau de la définition. Mais comment organiser dans les faits, oui. Concrètement. Ça veut dire que non, au niveau de chaque village, donc chaque communauté rurale, voyez-vous, les ménages qui constituent le village se retrouvent et votent leurs propres représentants qui sont issus aussi de ces ménages-là. Évidemment. Voilà. Et c'est comme ça que nous allons constituer l'autorité politique locale. Parce que c'est cette autorité qui va prendre les décisions. Donc, le village se réunit, le village met en place par voie élective ses représentants, qui constituent donc le conseil du village. Ces représentants que le village maîtrise. Voilà, à lui-même. Et qui aiment le village. Qui aiment le village, voilà, qui sont là. Et ces représentants sont comme ça, c'est dans toutes les communautés, dans les villages et les quartiers. À ce moment-là, il n'y aura plus de communes. Voyez-vous? Donc nous revenons sur l'ancien organigramme qui donne, vous avez le préfet, vous avez le sous-préfet, vous avez la communauté urbaine, vous avez la communauté rurale. Donc au niveau de la communauté rurale, vous avez les villages qui se réunissent, chaque village se réunit et met en place son conseil. Donc avec des élus qui proviennent des ménages du village. Et le conseil est là avec son autorité exécutive, son autorité délibérante. Donc ils peuvent délibérer et exécuter. Voyez-vous? Et à ce moment-là, le conseil du district va être donc constitué. Sinon, les conseillers du district vont être donc les présidents des conseils de chaque village. Donc le conseil du village, son président est d'office le conseiller du district. Le président du village X, son conseiller du district. Le président du quartier, conseiller du district. Et cet ensemble des présidents réunis forment donc le conseil du district. Et ils élisent en leur sein l'exécutif, c'est-à-dire un bureau qui va assurer la permanence.
va exécuter les décisions prises par l'Assemblée. Et c'est comme ça là qu'au niveau aussi du département, les présidents, sinon les conseillers là-bas, vont être les présidents des districts. C'est eux qui amènent les problèmes des districts. Exact. Voilà. Et en ce sens-là, on va voir que le programme même de développement de la collectivité locale va être donc la synthèse des programmes qui sont élaborés déjà dans les villages, déjà dans par les ayants droit, par les populations elles-mêmes, voilà. Connaissant leurs propres besoins. Voilà. Et chaque président de chaque conseil ici là vient au niveau du district avec ce qu'ils ont décidé au niveau de leur village, ils ont décidé au niveau de leur quartier. Ils amènent et ils font la synthèse. C'est cette synthèse-là qui va être le programme du district. Très bien. Ça monte au niveau du département aussi. C'est les districts qui viennent maintenant au niveau du département avec le programme du district déjà. Or qu'à la base, il s'agit des programmes des communautés, des ayants droit eux-mêmes. Exact. Et quand ça les programmes dans lesquels les ayants droit se reconnaissent. Se reconnaissent. Et où il y a leurs vrais problèmes. Leurs vraies propositions. Voilà. Pour le développement local. Très bien. Alors, Sabia, lorsque on nous présente comme ça là, le nouveau paradigme, d'emblée, ça vous inspire quoi? Quelle réaction? Ça m'inspire le renouveau. Ah, c'est un vent de renouveau qui souffle là. Si on l'adopte, bien sûr. Si on l'adopte, bien sûr. C'est ça. Voilà, c'est un vent de renouveau, mesdames et messieurs. C'est un fils du terroir. Nous lui avions posé la question, il aime le Congo, il aime l'Afrique. Son objectif n'est pas de détruire le pays, de détruire le continent, d'aller contre les intérêts du pays et du continent. Moins encore les intérêts des collectivités locales. Alors, est-ce que c'est applicable, est-ce que c'est faisable, ce nouveau paradigme? Est-ce qu'on peut le mettre en marche comme ça là? Une chose est d'en parler, une autre, est-ce que c'est faisable? Et ça devrait se faire comment? Oui, c'est faisable. Oui, comment? C'est comme ce que je venais de décrire. C'est faisable. Lorsqu'on dit déjà que non, la décentration donne compétence aux communautés rurales et urbaines. Tu vois? Donc, enfin, c'est le transfert des attributions de l'État. Oui, mais ça va marcher. Oui, non, ce que nous voulons savoir, est-ce que l'État aujourd'hui peut décider d'abandonner l'ancien paradigme et d'épouser le nouveau que vous proposez ici? Bon, mais non, je ne suis pas l'État pour répondre à la place de l'État. Mais est-il que si on peut appliquer ça, voilà, ça va être une bonne chose? Mais c'est justement la question. Parce que, si regardez par exemple, maintenant nous demandons, est-ce que c'est possible? Parce que nous ne voulons pas que notre pays applique un nouveau paradigme qui est inapplicable, ou bien qui est impossible à appliquer. Par rapport aux réalités de notre pays. Est-ce que c'est tel que vous voyez le nouveau paradigme, si aujourd'hui la décentralisation, aujourd'hui on propose un nouveau visage, un nouveau schème, c'est faisable, n'est-ce pas? Les Congolais peuvent décider de le mettre en marche. Si. D'accord. Maintenant, une grande question, avant que je ne donne la parole à Sabia. On a vu que dans le paradigme en cours, qui dure depuis 18 ans, les budgets alloués à ces départements-là sont portés disparus la plupart du temps, et les populations crient au scandale. Certainement, après, ils injurient le gouvernement et le président de la République dans la foulée, comme pour dire on ne pense pas à nous. Voilà, ça fait 18 ans que ça dure. Heureusement que vous êtes arrivés, mais le nouveau paradigme, si jamais nous le mettons en marche, si nous l'épousons, est-ce que ça va permettre de contrôler ces budgets-là, que les gens ne s'en mettent pas plein les poches, comme d'habitude? Très bien. Par quel mécanisme? Très bien, monsieur le journaliste. Parce que lorsque je parle du programme, quand le programme est élaboré depuis la base, donc c'est les ayants droit qui ont élaboré, je crois que ça doit être accompagné d'une estimation. Oui, budgétisé. Ça a été élaboré, ça a été budgétisé. On sait que le village X a demandé tel montant. Et quand ça monte là-bas, le gouvernement, la portion centrale donne de l'argent. Et même quand ça va descendre, mais on saura que on a envoyé, ira là-bas et on a la possibilité d'aller suivre. Parce que s'ils ont demandé X, c'est parce qu'ils ont un programme, ils veulent réaliser ceci, cela. Donc on va voir,
il y a possibilité maintenant d'aller contrôler. Et d'aller suivre. Il paraît que vous devriez construire ceci ou cela. Voilà. Il paraît que vous devriez faire un champ, 100 hectares de maïs. Voilà. Bon, mais l'argent avait été débloqué. Voilà, maintenant. Eh bien, où nous en sommes? Voilà. Alors, Sabia, vous avez lu le document, le magnifique document. En tout cas, toutes nos félicitations. Hein. On vous a posé des questions seulement pour vous mettre en situation d'expliquer aux populations. Savoir aussi si c'est réellement vous. Vous en avez la maîtrise, mesdames et messieurs. C'est toujours bien quand un fils du terroir, un fils de chez nous, produit une réflexion comme ça pour l'intérêt, notre propre intérêt, l'intérêt donc des Congolais ou bien des collectivités que nous sommes, c'est à féliciter. Mais donc le document, nous l'avions lu, ça a suscité des questions. Nous avons appelé au secours Sabia qui a aussi lu. Alors est-ce que vous aviez dans les coulisses préparé quand même quelques questions? Donc si on vous donnait l'occasion d'en poser 2 ou 3 rapidement pour que ça soit encore plus clair pour tous les autres. Quelles sont les questions que vous avez épinglées pour Monsieur Itoa après avoir lu son document? Alors, la première question est celle-ci. Dans l'ancien paradigme de la politique de décentralisation, pensez-vous que les budgets alloués au Conseil sont détournés par les exécutifs du Conseil? Mais oui, effectivement, je dirais oui. Ils sont détournés là-bas. Parce que ça leur a été confié. Effectivement. Bon, on ne voit rien sur le terrain. On ne voit rien, puisque le Maintenant, les populations s'interrogent. Voilà. Sans accuser personne. Voilà. Parce que la question qu'on se pose est la suivante. Est-ce que l'argent n'a pas été décaissé? Voilà. C'est ça l'argent a été décaissé. Mais pourquoi ce n'est pas arrivé jusque là-bas? En bas là-bas, pour réaliser leurs affaires, leurs problèmes, tout en bas là-bas. C'est que l'exécutif, c'est la structure qui est là, intermédiaire, a tout chargé de faire la chose, ne l'a pas faite. À moins qu'ils ne viennent ici sur ce plateau nous dire d'où vient-il que l'État décaisse. Ça arrive dans leurs mains. Les populations attendent depuis 18 ans et ne voient rien venir. Et dans la foulée, on injurie le gouvernement et le président de la République. C'est comme si le gouvernement... L'argent disparaît comment? En tout cas, ça, ce n'est pas votre responsabilité, c'est à eux-mêmes de venir s'expliquer ici. Mais nous, on constate seulement que l'argent a été déjà décaissé au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, et les retombées en bas là-bas, il n'y a rien dans l'assiette des populations. Comme dire, la pluie qui n'arrose pas le champ n'est pas une pluie. Non, une pluie qui n'arrose pas le champ. Voilà, c'est ça. On la voit tomber, il n'y a rien. C'est tout sec. En tout cas, il nous reste 7 minutes dans cette histoire-là. La technique. Alors, rapidement, une autre question. On aime vos questions, là. Vous avez parlé de démocratie biaisée. Je suis sur cet aspect-là. Étant donné que même au niveau du village, seuls les membres du parti allié sont d'office la voix des villageois, pensez-vous que les politiques s'accaparent du pouvoir qui doivent revenir aux villageois? Le pouvoir qui doit revenir aux villageois. Selon le paradigme actuel. On a l'impression que les politiques... Ce sont les politiques qui s'accaparent. Ils font même base sur le pouvoir des collectivités locales. Effectivement, c'est ça. Parce que il s'agit de cette autorité politique locale, représentée par les élus, donc les conseillers. Ces personnes-là proviennent des partis, c'est des représentants des partis et non les... Donc, ils défendent les intérêts de leurs partis respectifs. Ils ne proviennent pas des villages, ils ne proviennent pas des communautés. Ce n'est pas les communautés qui les présentent. Mais dans ces partis-là, on ne retrouve pas les membres des communautés. Les membres de ces communautés. Les partis pouvaient aussi positionner les gens qui sont de ces communautés-là. Ça veut dire que non. Si il y avait plutôt une exigence, en ce sens que, pour être candidat au local, vous devrez être membre d'un parti politique, mais habitant d'une communauté. Voilà. Vous représentez une communauté. Une communauté. Alors, maintenant, parce que vous en connaissez les problèmes, vous vivez là-bas. Voilà. Ça allait être autrement. Ça veut dire que lui, bien qu'il il représente un parti, mais il représente également une communauté ou un village. Maintenant, or qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça. On prend des gens d'autres horizons et on amène et vous représentez. Donc, toi, tu n'es pas de telle ou telle communauté, mais tu viens parler au nom de
cette communauté. Tout en ignorant les réalités, les vrais problèmes de la dite communauté. Voilà. C'est ça le problème. Donc les politiques s'accaparent C'est une usurpation du pouvoir des collectivités locales, des ayants droit des populations par les politiques. Voilà, reste à savoir si les budgets alloués ne sont pas redirigés vers les partis politiques. Nous n'accusons personne, mais nous attendons des explications qui tiennent debout sur ce plateau. Il y a ce qu'on appelle les cotisations statutaires au niveau des partis politiques. Mais on suppose que c'est avec Ah oui, c'est sûr, c'est avec ça qu'on règle ce cinéma-là. C'est sûr, mais ça c'est une parenthèse. Hein. C'est la conséquence d'une question qui a été posée. Mais si les élus actuels savent qu'ils sont innocents, ils n'ont rien fait, ils peuvent venir sur ce plateau exposer les biens fondés de leur paradigme actuel. Et ils vont nous démontrer si ça touche les populations dans leur profondeur, si le flux va jusqu'à la base. Voilà. Alors, Sabi, il y a une autre question? Non? Oui? Non, la dernière, peut-être une petite remarque. Oui, une petite remarque, oui, parce qu'on atterrit aussi petit à petit. Oui. Une petite remarque. Alors, la remarque que moi j'ai à faire est celle-ci. Si les choses sont bien faites, avec des votes, et ceux qui sont représentés, ou les représentants des districts, de ces districts-là sont lettrés, les choses iront comme sur les rails. Mais si on met en avant le parti, les représentants ne défendront que les idées arrêtées par le dit parti. Car c'est dans les assemblées multicolores que naît les développements. En bref, une assemblée monocolore produit le contraire à tous égards. Très bien, nous on est d'accord avec vous. Hein. Mesdames et messieurs, le temps est contre nous. Il nous reste 2 ou 3 petites minutes. Le temps pour nous de vous rappeler la pensée du jour. Après avoir lu ce texte-là, cette réflexion de notre frère, M. Itoa, un nouveau paradigme s'impose à notre décentralisation. Ce n'est pas notre caméraman Henri Mavambou qui va dire le contraire. Hein. Un nouveau paradigme s'impose à notre décentralisation. On doit l'améliorer. Hein. Une touche d'amélioration s'impose pour que les populations, les ayants droit, les concernés, soient sollicités et qu'ils aient le pouvoir de décision, qu'ils puissent s'exprimer, dire quels sont leurs besoins, et puis élire ceux qui vont exécuter. Ils ont dit, ils ont identifié les besoins, ils ont budgétisé la chose, ils ont responsabilisé les gens pour exécuter. Et ceux-là font remonter le tout. Et à ce moment-là, quand l'État s'est déjà épuisé à investir pour tel ou tel département, il attend en retour des résultats. Voilà. Et il est en droit d'envoyer des contrôleurs, des inspecteurs vérifier tout ça et demander à ces localités-là, à ces ayants droit, pourquoi vous nous aviez parlé d'un champ de maïs, on vient ici, on voit 1 hectare à la place de 100, alors que l'État congolais, le gouvernement a déboursé pour 100 hectares de manioc. Là, il y en a seulement 1,5. Voilà. On fait comment? Donc, alors, monsieur Itoa, en tout cas, on aime bien, on est à l'atterrissage. Il vous reste une petite minute. Si on vous donnait cette minute-là pour résumer votre pensée aux populations, sinon pour dire quelque chose à l'État congolais, au gouvernement, et que diriez-vous pour atterrir? Merci, monsieur le journaliste. Je dirais ceci, que le Congo, la République du Congo vient d'expérimenter un paradigme de décentralisation. Aujourd'hui, les Congolais ont tendance à jeter l'anathème sur les dirigeants qui se sont succédés. Donc voilà, c'est eux qui volent. Mais ils oublient que nous sommes en train d'expérimenter un paradigme. Et bon, cette idée, cette opinion n'est pas à balayer d'un revers de main. Mais on doit retenir pour l'essentiel que le Congo vient d'expérimenter un paradigme. Tu vois? Et la France, qui nous sert de modèle, n'a pas, son territoire n'est pas à comparer à notre territoire. La culture politique, la culture démocratique des deux pays ne sont pas les mêmes. Donc, lorsque nous les réalités ne sont pas les mêmes. Voilà, nous prenons ce qui est pour la France, mais nous devons rester fidèles à notre réalité, propre réalité. Sinon, on va fausser tel qu'on a fait aujourd'hui. Nous avons dit que les collectivités locales du Congo sont
le département et la commune, c'est parce que la France a défini comme ça. Là. Nous aussi, on n'a pas regardé loin. Tu vois? Puisque d'ailleurs, le président de la République... Il vous reste 15 secondes. Oui, il disait la décentralisation, c'est pour permettre aux collectivités locales qui deviennent des véritables leviers de développement. Et elles avaient acclamé. Voilà, on avait acclamé tout ça. Mais il y a 18 dans les faits, il n'y a rien. Donc, pour moi, je dis, on doit changer le paradigme, le modèle. Très bien. Voilà, le modèle en question, c'est donner maintenant le pouvoir aux habitants des communautés de s'organiser, de proposer, de gérer leurs propres affaires pour leur propre développement. Et le développement de chaque localité, les développements additionnés forment le développement du Congo. Donc le nouveau paradigme veut qu'il y ait des conseils du village, il y a des conseils du quartier, il y a le conseil du district. Oui, on est arrivé à l'atterrissage. Du département. Voilà, c'est ça le nouveau paradigme. Très bien. Monsieur Itoa, on sait très bien que vous auriez voulu encore développer, mais c'est tout compris, mesdames et messieurs. On a essayé de dire les choses avec les mots les plus simples, hein, pour que tout le monde comprenne. Et donc, avec la permission de la direction des programmes de DRTV, on gratte-pille une minute ici. On lit sur la page 5, découpage territorial, administration décentralisée amputée, administration déconcentrée, administration décentralisée, démocratie locale biaisée. C'est des choses que nous ne comprenons pas, mais eux, ils comprennent. Donc, ils sont en droit aujourd'hui d'essayer de mettre en marche le nouveau paradigme que nous propose M. Itoa ici, parce que les communautés étant exclues, quand il y a assemblée locale ou session du conseil, on y voit plutôt la réunion des partis et groupements politiques à travers leurs représentants élus par les communautés. Ces conseillers ne sont pas des habitants de ces communautés qui sont appelés à représenter et à défendre. Autrement dit, des représentants dépourvus des données exactes et propres à la vie de ces communautés, surtout des villages. C'est donc une représentation locale biaisée. Ces décideurs locaux, mesdames et messieurs, se réunissent au mois de février pour décider de l'affectation des fonds destinés au développement local. Et ils recrutent excessivement les camarades membres au conseil pour les satisfaire en leur créant de gros salaires avec beaucoup d'arriérés aujourd'hui devenus un fardeau pour le contribuable congolais. Cela dit, un nouveau paradigme s'impose à notre décentralisation. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.